Bonjour, ici la nuit raconte. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, laissez un like et profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Mon nom est sergent-chef Marcus Kane. J'ai servi pendant 15 ans dans les Navy Seals. J'ai vu des choses que la plupart des gens ne pourraient pas imaginer. Des missions en Irak, en Afghanistan, en Syrie. J'ai perdu des frères d'armes. J'ai tué des hommes. Mais rien, absolument rien ne m'avait préparé à ce qui nous attendait sous la glace de l'Antarctique. Tout a commencé le 3 novembre 2019. J'étais en permission à San Diego quand j'ai reçu l'appel. Une voix que je ne connaissais pas, froide et professionnelle, m'ordonnait de me présenter immédiatement à la base navale de Coronado. Pas de détails, juste un ordre. Dans notre métier, on ne pose pas de questions. Quand je suis arrivé à la base, 6 autres hommes étaient déjà là. Je connaissais certains d'entre eux de réputation. Il y avait Rodriguez, un sniper légendaire capable de toucher une cible à 2 kilomètres. Thompson, expert en explosifs et démolition. Kowalski, notre médecin de combat, un géant polonais qui avait sauvé plus de vies que n'importe qui d'autre. Jenkins, spécialiste en communication et guerre électronique. Park, expert en survie arctique, un Coréen silencieux aux yeux perçants. Et enfin Mitchell, notre lieutenant, un homme que j'avais servi sous ses ordres en Afghanistan. Nous avons été escortés dans une salle de briefing souterraine que je n'avais jamais vue auparavant. Les murs étaient en béton armé, épais d'au moins 1 mètre. Pas de fenêtre, une seule porte blindée. L'air sentait le renfermé et la peur. Un homme en costume noir nous attendait. Pas d'uniforme militaire. CIA, probablement, ou quelque chose de plus sombre encore. Il n'a jamais donné son nom. Il a simplement commencé à parler, d'une voix monotone qui me glaçait le sang. L'opération était classifiée au plus haut niveau. Nous allions être déployés en Antarctique, officiellement pour une mission de reconnaissance scientifique. En réalité, nous devions investiguer un site découvert par satellite 3 semaines plus tôt. Les images montraient une anomalie thermique massive sous la glace, à environ 200 km de la base McMurdo. Pour quelque chose de chaud, très chaud, là où il ne devrait y avoir que de la glace millénaire. L'homme en noir a fait défiler des images satellites sur l'écran. Pointe. Mon sang s'est glacé. L'anomalie thermique formait un cercle parfait d'environ 500 mètres de diamètre. La température au centre dépassait les 40 degrés Celsius. Impossible dans cette région où le mercure descend régulièrement sous les -50. Mais ce n'était pas le plus étrange. 3 équipes scientifiques avaient déjà été envoyées. Aucune n'était revenue. La dernière transmission de la première équipe parlait de voix dans la glace. La deuxième équipe avait envoyé des images floues de structures qui semblaient construites, pas naturelles. La troisième équipe avait simplement disparu. Leur dernière transmission était un hurlement. Notre mission était simple en apparence près. Pénétrer sur le site, déterminer la nature de l'anomalie, récupérer toute donnée ou échantillon pertinent et revenir. Nous avions carte blanche pour neutraliser toute menace. L'homme en noir a insisté sur ce point. Toute menace, même si nous ne comprenions pas sa nature. Le vol vers l'Antarctique a duré 22 heures. Nous avons voyagé dans un C-130 Hercule modifié, bourré d'équipements que je n'avais jamais vus auparavant. Des scanners thermiques de dernière génération, des armes expérimentales, des combinaisons de protection contre des menaces biologiques et chimiques inconnues. Park a passé le vol à étudier des cartes topographiques de la région. Jenkins testait et retestait son équipement de communication. Rodriguez nettoyait méthodiquement ses armes, un rituel que je connaissais bien. C'était sa façon de gérer le stress. Thompson était le seul à paraître détendu, plaisantant sur le fait qu'on nous envoyait probablement chasser des pingouins mutants. Mais je voyais dans ses yeux la même inquiétude que dans les miens.
Kowalski préparait son kit médical avec une minutie obsessionnelle, vérifiant chaque bandage, chaque dose de morphine. Mitchell restait silencieux, le regard perdu dans le vide. L'atterrissage sur la piste de glace près de McMurdo a été brutal. Le vent hurlait à plus de 100 km/h, secouant l'avion comme un jouet. La température extérieure était de moins 43 degrés. Même à travers nos combinaisons arctiques renforcées, le froid mordait comme un animal affamé. Un hélicoptère Black Hawk modifié nous attendait. Le pilote, un vétéran nommé Cooper, avait les traits tirés et les yeux cernés. Il nous a regardés monter à bord sans un mot. Point. J'ai remarqué qu'il portait une croix autour du cou, qu'il ne cessait de toucher nerveusement. Le vol vers le site a duré 2 heures. Le paysage en dessous était d'une beauté terrifiante. Un désert blanc infini, sculpté par des vents millénaires. Des crevasses profondes, comme des canyons, s'ouvraient dans la glace, noirs et sans fond. Le soleil, bas sur l'horizon, projetait des ombres longues et menaçantes. À 50 km du site, nos instruments ont commencé à devenir fous. L'altimètre oscillait wildly. Le compas tournait sur lui-même. La radio crachait des parasites qui ressemblaient presque à des voix. Cooper a juré dans sa barbe et est passé en pilotage manuel. Puis nous l'avons vu. L'anomalie. C'était comme si quelqu'un avait découpé un cercle parfait dans la glace et l'avait remplacé par de l'obsidienne noire. La surface était lisse, réfléchissante, sans la moindre imperfection. De la vapeur s'élevait des bords, créant un brouillard épais qui tourbillonnait dans des patterns impossibles. La température sur nos instruments indiquait 47 degrés au centre. Cooper a posé l'hélicoptère à 500 mètres du bord. Ses mains tremblaient sur les commandes. Il nous a regardés descendre, et j'ai vu de la pitié dans ses yeux. Comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. Nous avons établi notre camp de base à 200 mètres du bord de l'anomalie. Le sol vibrait légèrement sous nos pieds. Une pulsation régulière comme un cœur géant. L'air était chargé d'électricité statique. Nos cheveux se dressaient sous nos casques. Jenkins a installé son équipement de communication, mais les interférences étaient terribles. Il ne captait que des fragments de transmission, des voix déformées qui semblaient venir de très loin ou de très profond. Pointe. Park a sorti un drone de reconnaissance. L'appareil a survolé le cercle noir, transmettant des images en direct sur nos écrans. Ce que nous avons vu défait toute logique. La surface noire n'était pas solide. C'était une ouverture. Les parois étaient lisses comme du verre, descendant à la verticale dans les ténèbres. Le drone est descendu. 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. La température augmentait régulièrement. À 300 mètres de profondeur, nous avons vu la première structure. C'était une arche, sculptée directement dans la paroi de glace noire. Les proportions étaient troublantes, trop hautes pour des humains, au moins 6 mètres de hauteur. Des symboles étaient gravés sur les montants, des formes géométriques qui blessaient les yeux rien qu'à les regarder. Le drone a continué sa descente. D'autres arches apparaissaient, espacées régulièrement tous les 50 mètres. À 500 mètres de profondeur, le puits s'élargissait brusquement en une caverne immense. Le drone a pivoté, balayant l'espace avec ses projecteurs. Mon cœur s'est arrêté. La caverne était gigantesque. Nos instruments estimaient au moins 2 kilomètres de diamètre. Le plafond se perdait dans l'obscurité, au moins 300 mètres de hauteur. Mais ce n'était pas la taille qui nous a glacé le sang, c'étaient les structures. Des tours de glace noire s'élevaient du sol, torsadées comme des vrises organiques. Des ponts de cristal les reliaient, formant un réseau complexe de passerelles suspendues. Au centre de la caverne, une pyramide inversée pendait du plafond, sa pointe touchant presque le sol. Elle pulsait d'une lumière bleutée maladive, et il y avait des corps. Éparpillés sur le sol de la caverne, nous pouvions distinguer des formes humaines en combinaison arctique. Les équipes précédentes, certains étaient regroupés,
comme s'ils avaient tenté de se protéger mutuellement. D'autres étaient isolés, dans des positions impossibles, les membres tordus dans des angles qui défiaient l'anatomie humaine. Mitchell a pris la décision. Nous descendions. Nous avons installé un système de rappel au bord du puits. Les cordes en Kevlar renforcées pouvaient supporter 10 fois notre poids. Rodriguez est descendu en premier, son fusil de sniper attaché dans le dos, un pistolet mitrailleur dans les mains. Je l'ai suivi, puis Thompson, Kowalski, Park et Jenkins. Mitchell fermait la marche. La descente a été interminable. Les parois de glace noire réfléchissaient nos lampes frontales, créant des illusions d'optique troublantes. J'avais l'impression de descendre dans un kaléidoscope infini. La température augmentait régulièrement. À 200 mètres, nous avons dû ouvrir nos combinaisons. La sueur coulait dans mes yeux. En passant devant la première arche, j'ai senti quelque chose, une présence, comme si on m'observait. J'ai braqué ma lampe vers l'ouverture, mais il n'y avait que des ténèbres impénétrables. Les symboles sur les montants semblaient bouger du coin de l'œil, mais quand je les fixais directement, ils étaient immobiles. À 300 mètres, Jenkins a crié. Sa radio avait capté quelque chose, une transmission, une voix humaine, déformée mais reconnaissable. Elle répétait les mêmes mots en boucle. Ne les réveillez pas, ne les réveillez pas, ne les réveillez pas. Nos pieds ont touché le sol de la caverne après 45 minutes de descente. Le sol était étrange, ni glace, ni pierre, mais quelque chose entre les deux. Chaud au toucher, presque organique. Il pulsait légèrement sous nos bottes. L'air était épais, chargé d'une odeur métallique, écœurante. Nos lampes ne parvenaient pas à percer l'obscurité au-delà de 50 mètres. Les structures de glace noire se dressaient autour de nous, comme des arbres monstrueux, dans une forêt cauchemardesque. Rodriguez a repéré le premier corps à 20 mètres. C'était un scientifique. D'après sa combinaison, son visage était tordu dans une expression d'horreur pure. Ses yeux étaient ouverts, vitreux, fixant le vide. Kowalski s'est agenouillé pour l'examiner. Pas de blessure apparente, pas de signe de lutte, comme s'il était simplement mort de peur. Nous avons progressé en formation serrée vers le centre de la caverne. D'autres corps jonchaient notre route. Certains tenaient encore des instruments scientifiques. D'autres avaient leurs armes sorties, pointées vers le ciel point P. Un groupe de 5 personnes était disposé en cercle parfait, tous tournés vers l'extérieur, morts dans la même position défensive. Thompson a remarqué le premier les traces, des empreintes dans la poussière noire qui recouvrait le sol, énormes, au moins 60 centimètres de long, vaguement humanoïdes, mais avec trop d'orteils. 7, peut-être 8. Les traces formaient un chemin qui menait vers la pyramide inversée. Plus nous approchions du centre, plus la température augmentait. La lumière bleutée de la pyramide pulsait de plus en plus vite, comme un cœur qui s'emballe. Des ombres dansaient sur les parois de la caverne, projetées par rien de visible. Jenkins hurlait dans sa radio, tentant de contacter la surface. Mais tout ce qu'il recevait en retour était ce chœur de voix déformé, de plus en plus fort. Maintenant, nous pouvions tous l'entendre, même sans les écouteurs. Des dizaines de voix, peut-être des centaines, toutes répétant la même litanie. Ne les réveillez pas, ils dorment sous la glace. Ne les réveillez pas, nous avons atteint la base de la pyramide. De près, sa surface n'était pas lisse. Des milliers de symboles y étaient gravés, si petits qu'ils étaient presque invisibles. Ils semblaient bouger, se réarranger constamment. Les regarder trop longtemps donnait la nausée. Park a sorti un scanner thermique. L'écran s'est illuminé comme un feu d'artifice. Il y avait des dizaines de sources de chaleur autour de nous, pas visibles à l'œil nu, mais bien présentes sur l'écran point. Des formes massives, immobiles, cachées dans les structures de glace noire. Mitchell a ordonné le repli immédiat, mais c'était trop tard. Un craquement assourdissant a résonné dans la caverne, comme si des milliers de tonnes de glace se brisaient simultanément. Les structures autour de nous
ont commencé à trembler. La poussière noire s'est soulevée en nuages épais. Puis nous les avons vus. Ils émergeaient de la glace noire, comme des fantômes se matérialisant. Des géants, 3 mètres, peut-être 4. Leur corps était translucide, fait de glace vivante. On pouvait voir à travers eux, distinguer leurs organes internes qui pulsaient d'une lumière bleutée. Leurs visages, il y en avait des dizaines. Ils nous encerclaient, se mouvant avec une grâce impossible pour des créatures de cette taille. Leurs pieds ne touchaient pas le sol, ils flottaient à quelques centimètres au-dessus, glissant silencieusement. Point. Rodriguez a été le premier à tirer. Les balles ont traversé le géant, le plus proche. Sans effet, la créature a tourné son visage vers lui, et j'ai vu ses lèvres bouger. Pas de son, mais Rodriguez a lâché son arme et porté ses mains à sa tête en hurlant. Du sang a coulé de ses oreilles, de son nez, de ses yeux. Il est tombé à genoux, puis s'est effondré, mort en quelques secondes. La panique s'est emparée de nous. Thompson a lancé une grenade vers le groupe de géants le plus proche. L'explosion a secoué la caverne, mais les créatures sont restées intactes. La déflagration a simplement traversé leur corps translucide, comme si elles n'existaient pas dans notre réalité. Mais elles pouvaient nous toucher, elles. Le géant le plus proche de Jenkins a tendu une main cristalline vers lui. Sans le toucher physiquement, il l'a soulevé du sol. Jenkins hurlait, ses membres se tordant dans des directions impossibles. Nous avons entendu ses os craquer un par un. Sa colonne vertébrale s'est arquée jusqu'à se briser. Le géant l'a laissé tomber comme une poupée désarticulée. Mitchell criait des ordres, tentant de maintenir la cohésion de l'équipe. Nous avons formé un cercle défensif, dos à dos. Nos armes étaient inutiles, mais c'était tout ce que nous avions. Les géants se rapprochaient lentement, méthodiquement. Puis j'ai senti leur présence dans mon esprit. C'était comme des milliers d'aiguilles de glace perçant mon crâne. Des images ont envahi ma conscience. Des visions d'une cité sous la glace, immense et impossible. Des créatures qui régnaient sur cette terre bien avant l'humanité. Une guerre cosmique et un sommeil, un long sommeil dans les profondeurs, en attendant que les étoiles soient alignées pour leur retour. Park s'est mis à parler dans une langue que je ne connaissais pas. Ses yeux étaient révulsés, ne montrant que le blanc. Il marchait vers les géants, les bras tendus en supplication. L'un d'eux l'a touché, et Park s'est transformé. Sa peau est devenue translucide, puis transparente. Je pouvais voir ses organes se cristalliser, se transformer en glace vivante. Il grandissait, ses membres s'allongeant de manière grotesque. En quelques secondes, il n'était plus humain. Il était devenu l'un d'eux. La chose qui avait été Park s'est retournée vers nous. Sa bouche s'est ouverte, révélant des rangées de dents de glace acérées. Quand elle a parlé, c'était avec la voix de Park, mais déformée, multiple. Vous n'auriez pas dû venir. Les gardiens dorment depuis des millénaires. Votre présence les réveille. Quand ils seront tous éveillés, votre monde brûlera dans la glace éternelle. Thompson a craqué. Il a couru vers les cordes de rappel, tentant de remonter. Un géant l'a regardé, juste regardé, et Thompson s'est arrêté net. Son corps s'est raidi. De la glace a commencé à se former sur sa peau, d'abord du givre, puis des cristaux. En 10 secondes, il était une statue de glace, parfaite. Le géant a soufflé doucement, et Thompson s'est brisé en milliers de fragments scintillants. Kowalski priait. Je ne l'avais jamais vu prier auparavant. Il tenait une croix qu'il avait sortie de sous sa combinaison, murmurant des prières en polonais. Étrangement, les géants semblaient hésiter à l'approcher, comme si sa foi créait une barrière invisible. Mitchell et moi étions les seuls encore debout et sains d'esprit. Les géants nous encerclaient complètement maintenant. Je pouvais sentir leur présence psychique pressée contre mon esprit, cherchant une faille, un point d'entrée. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose. La pyramide inversée pulsait plus vite, sa lumière devenant plus intense. Les symboles sur sa surface tournoyaient frénétiquement,
et les géants. Ils regardaient vers elle avec ce qui ressemblait à de l'inquiétude. Mitchell l'a vu aussi. Il a sorti le détonateur de son sac-pain. Nous avions des charges explosives, au cas où nous devrions détruire le site. Assez de 4 pour faire s'effondrer la caverne. Les géants ont compris notre intention. Ils ont convergé vers nous à une vitesse impossible. Mitchell m'a regardé dans les yeux. Pas de mots nécessaires. Nous savions tous les deux ce qui devait être fait. Il a appuyé sur le détonateur. L'explosion a été assourdissante. Les charges que Thompson avait placées stratégiquement autour de la caverne ont détonné simultanément. Le sol a tremblé violemment. Des fissures se sont propagées sur les parois comme des éclairs de pierre. Des blocs de glace noire, gros comme des maisons, ont commencé à tomber du plafond. Les géants ont émis un son. Pour la première fois, nous les avons entendus physiquement. C'était un hurlement qui n'appartenait pas à ce monde. Une cacophonie de fréquences qui faisait saigner les oreilles. Plusieurs d'entre eux se sont précipités vers la pyramide inversée, tentant de la protéger. Mitchell a attrapé Kowalski et moi. Nous avons couru vers les cordes. L'effondrement s'accélérait. Un bloc massif s'est écrasé là où nous étions une seconde plus tôt. La poussière noire rendait la visibilité nulle. Nous nous guidions à l'instinct. Point. Les cordes étaient encore là, miraculeusement intactes. Nous avons commencé à grimper. Mes muscles brûlaient. Mes poumons suffoquaient dans l'air chargé de poussière. En dessous, j'entendais les géants hurler leur rage. La caverne entière s'effondrait sur elle-même. À 100 mètres de montée, Kowalski a glissé. Ses mains, engourdies par le froid et la peur, ont lâché la corde. J'ai tenté de le rattraper, mais il était trop loin. Il est tombé dans les ténèbres en criant. Le son s'est arrêté brutalement. Mitchell et moi avons continué à grimper. Les parois du puits tremblaient. Des fissures apparaissaient dans la glace noire lisse. La température chutait rapidement. Le froid mordant de l'Antarctique reprenait ses droits. 200 mètres, 300 mètres. Mes bras n'étaient plus que douleur pure. Chaque mouvement était une torture. Mitchell était juste au-dessus de moi, grimpant avec une détermination surhumaine. Puis j'ai senti une main glaciale saisir ma cheville. J'ai regardé en bas. L'un des géants avait survécu à l'effondrement. Il grimpait le long de la paroi, ses doigts de glace s'enfonçant dans la roche comme dans du beurre. Ses yeux brillaient une haine millénaire. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, prononçant des mots dans cette langue ancienne qui brûlait l'esprit. J'ai donné des coups de pied frénétiques. Ma botte a traversé sa main translucide, sans effet. Le froid remontait le long de ma jambe. Puis je pouvais sentir mes muscles se cristalliser. La glace envahissait mes veines. Mitchell s'est laissé glisser le long de la corde. Il a sorti son couteau de combat et l'a enfoncé dans le visage du géant. Contre toute attente, la lame a eu un effet. Le géant a reculé, surpris. Du liquide bleuté, comme du sang de glacier, coulait de la blessure. Mitchell m'a regardé. Son visage était calme, résolu. Il a coupé sa propre corde et s'est jeté sur le géant. Ils sont tombés ensemble dans l'abîme, Mitchell enfonçant son couteau encore et encore dans la créature qui hurlait. Son sacrifice m'a sauvé. J'ai grimpé les derniers mètres dans un état second. Quand j'ai émergé du puits, le soleil arctique m'a aveuglé. J'ai rampé sur la glace, m'éloignant du bord. Derrière moi, le puits s'effondrait. La glace se refermait, scellant l'entrée. J'étais seul sur la banquise. Le vent hurlait autour de moi, projetant des cristaux de glace qui lacéraient ma peau exposée. Ma radio était morte. Mon GPS ne fonctionnait plus. La température était de -50 degrés et chutait avec le coucher du soleil. Le camp de base était à 200 mètres, mais dans le blizzard qui se levait, c'était comme traverser un océan. J'ai rampé, centimètre par centimètre. Mes membres étaient engourdis. Je ne sentais plus mes doigts. La tentation de m'allonger et de dormir était presque irrésistible. C'est le vrombissement de l'hélicoptère qui m'a maintenu conscient. Cooper avait maintenu les rotors en marche.
Quand il m'a vu émerger du blizzard, seul et à moitié gelé, son visage s'est décomposé. Il savait ce que mon retour solitaire signifiait. Il m'a hissé à bord sans un mot. J'ai perdu connaissance dès que la chaleur de la cabine m'a enveloppé. Dans mon sommeil agité, j'ai rêvé de cités sous la glace et de géants translucides marchant à la surface du monde. Je me suis réveillé 3 jours plus tard, dans l'infirmerie de McMurdo. Les médecins ont dit que j'avais eu de la chance. Hypothermie sévère, gelure au 3e degré. Mais j'allais survivre, physiquement du moins. Les hommes en noir sont venus me voir dès que j'ai pu parler. Ils voulaient tout savoir, chaque détail. J'ai raconté mon histoire des dizaines de fois. Ils prenaient des notes, enregistraient, posaient les mêmes questions sous des angles différents. Puis ils m'ont montré les images satellites. Le site avait complètement disparu. Là où se trouvait l'anomalie thermique, il n'y avait plus qu'une étendue de glace uniforme, comme si rien n'avait jamais existé. Ils m'ont dit que c'était un effondrement naturel, une poche de gaz volcanique. Les hallucinations étaient dues aux émanations toxiques. Mes coéquipiers étaient morts d'intoxication. C'était l'histoire officielle. Ils m'ont fait signer des documents, des accords de confidentialité, des menaces voilées sur ce qui arriverait si je parlais, une pension généreuse et une retraite anticipée honorable, le prix de mon silence. Mais je ne peux pas rester silencieux, pas quand je sais ce qui dort sous la glace. Je suis rentré à San Diego en décembre 2019. Ma femme m'a accueilli à l'aéroport. Elle a vu immédiatement que quelque chose avait changé. Mes cheveux étaient devenus blancs. Pas gris, blancs comme la neige antarctique. Mes yeux avaient perdu leur couleur brune. Ils étaient maintenant d'un bleu pâle, presque translucide. Les médecins n'avaient pas d'explication. Pour stress extrême, ont-ils dit. Trauma psychologique. Ils m'ont prescrit des somnifères, des anxiolytiques. Rien n'aidait. Chaque nuit, je revoyais la caverne. J'entendais les voix des morts. Je sentais le regard des géants sur moi. Mais le pire, c'était les changements. Ça a commencé subtilement. Ma température corporelle baissait progressivement. Normal à 37 degrés, j'étais maintenant à 35, puis 34. Les médecins étaient perplexes. J'aurais dû être en hypothermie constante. Mais je me sentais normal, mieux que normal. Le froid ne me dérangeait plus. Puis il y a eu les visions. Pas des rêves, des visions éveillées. Je voyais à travers d'autres yeux. Des yeux qui regardaient depuis sous la glace. Des dizaines d'endroits différents. Pas seulement en Antarctique, en Sibérie, au Groenland, au fond des océans. Point. Partout où la glace ancienne persistait, ils étaient là, dormant, attendant. J'ai commencé à comprendre leur langue. Les symboles que j'avais vus dans la caverne apparaissaient dans mon esprit, clairs et compréhensibles. Ils racontaient une histoire, l'histoire d'une race qui avait dominé la Terre avant que les continents ne prennent leur forme actuelle, avant l'humanité, avant les dinosaures, avant la vie elle-même, presque. Ils n'étaient pas morts, ils dormaient, un sommeil qui durait depuis des millions d'années. Mais quelque chose les réveillait, la fonte des glaces, le réchauffement climatique. Chaque degré supplémentaire affaiblissait leur prison. Chaque glacier qui fondait libérait un peu plus de leur influence. J'ai essayé d'avertir les autorités. J'ai brisé mon accord de confidentialité. J'ai envoyé des emails, fait des appels. Personne ne m'a cru. Les hommes en noir sont venus me rendre visite. Un avertissement. La prochaine fois, ils ne seraient pas aussi cléments. Mais je ne pouvais pas me taire. J'ai commencé à poster sur des forums en ligne, sous des pseudonymes. J'ai partagé ce que je savais, espérant que quelqu'un, quelque part, prendrait la menace au sérieux. C'est alors que j'ai reçu le premier message. Le message venait d'une adresse email cryptée. Quelqu'un qui se faisait appeler Cassandra. Elle disait avoir fait partie de la 2e équipe scientifique. Elle avait survécu, comme moi,
Elle avait été transformée par l'exposition aux géants. Comme moi, elle voyait ce qui approchait. Elle m'a mis en contact avec d'autres, des survivants d'incidents similaires partout dans le monde. Un géologue russe qui avait trouvé une caverne similaire en Sibérie. Une équipe de forage norvégienne qui avait percé dans une poche de glace ancienne et entendu des voix. Un sous-marinier chinois dont le submersible avait rencontré quelque chose d'impossible dans la fosse des Mariannes. Nous étions des dizaines, tous marqués, tous changés, tous connectés par nos visions partagées. Nous appelions notre réseau les veilleurs. Notre mission était simple mais impossible. Avertir le monde avant qu'il ne soit trop tard. Cassandra avait des théories. Les géants n'étaient que des gardiens, des sentinelles laissées pour surveiller quelque chose de bien plus grand, de bien plus terrible. Les pyramides inversées étaient des balises, des transmetteurs. Quand suffisamment d'entre elles seraient activées, elles appelleraient les véritables maîtres de cette race ancienne. Nous avons cartographié les sites potentiels. En utilisant les données satellites publiques et nos visions combinées, nous avons identifié plus de 200 anomalies similaires, la plupart sous la glace, mais certaines sous les océans, d'autres enfouies sous des déserts qui étaient autrefois des mers. Le temps pressait. Le réchauffement climatique accélérait le processus. Chaque année, de nouvelles anomalies apparaissaient. Les gouvernements du monde les découvraient, envoyaient des équipes, perdaient des hommes et couvraient tout. Un cycle sans fin qui ne faisait qu'empirer. J'ai commencé à documenter tout, écrire cette histoire. Si je disparais, si les hommes en noir viennent me chercher, au moins il restera une trace, une mise en garde. Mais quelque chose d'autre se passait en moi. Mars 2020. Ma température corporelle était maintenant à 30 degrés. Les médecins ne comprenaient pas comment j'étais encore vivant. Mon sang, quand ils le testaient, contenait des structures cristallines microscopiques, comme de la glace qui ne fondait pas. Ma peau devenait translucide par endroits. D'abord les mains. Je pouvais voir mes os à travers la chair, puis les avant-bras. Ma femme ne pouvait plus me regarder. Elle est partie en emmenant notre fille. Je ne lui en veux pas. J'étais en train de devenir l'un d'eux. Les visions devenaient plus intenses. Je ne voyais plus seulement à travers les yeux des géants endormis. Je partageais leurs souvenirs. Des cités de glace s'élevant jusqu'aux nuages. Des machines impossibles qui manipulaient la réalité elle-même. Des portails vers d'autres mondes, d'autres dimensions. Et la guerre. Une guerre qui avait déchiré leur civilisation. Une faction voulait dormir, attendre que l'univers change, que les conditions redeviennent favorables. L'autre voulait transformer la Terre, la remodeler à leur image. Les dormeurs avaient gagné, mais à peine. Ils s'étaient enfermés sous la glace, attendant leur heure. Cette heure approchait. Les autres veilleurs subissaient les mêmes transformations. Cassandra m'envoyait des photos. La moitié de son visage était maintenant en cristal de glace. Vivant, le géologue russe avait complètement perdu sa forme humaine. Il vivait maintenant dans une cave réfrigérée, n'osant plus sortir. Nous avons débattu de nos options. Certains voulaient accélérer leur transformation, devenir comme les géants pour mieux les comprendre et peut-être les arrêter. D'autres cherchaient un remède, un moyen d'inverser le processus. Moi, je voulais juste avertir le plus de gens possible, avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors que nous avons reçu la transmission. Elle venait de l'Antarctique, des coordonnées proches de l'endroit où mon équipe était morte. Mais ce n'était pas une transmission humaine, c'étaient eux, les géants. Ils utilisaient nos propres réseaux de communication pour envoyer un message. Le message était simple et terrifiant. Les étoiles sont presque alignées. Le réveil approche. Ceux qui ont été touchés par notre essence seront les héros de notre retour. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Vous êtes déjà des nôtres. Juin 2020. Le monde était en pleine pandémie, distrait par un virus. Personne ne prêtait attention aux rapports de plus en plus fréquents d'anomalies dans les régions polaires. Des villages entiers en Sibérie
évacués pour des fuites de gaz. Des stations de recherche en Antarctique fermées pour maintenance. Les veilleurs ont décidé d'agir. Si les gouvernements ne feraient rien, nous le ferions nous-mêmes. Nous avons organisé une expédition. Destination, le site original en Antarctique. Notre but, détruire la pyramide inversée avant qu'elle ne puisse servir de balise. Nous étions 12. Tous des survivants transformés à différents degrés. Nous avions réuni des fonds, acheté de l'équipement, soudoyé les bonnes personnes. Un cargo russe nous a emmenés aussi près que possible. Le capitaine, payé grassement, ne posait pas de questions sur nos combinaisons modifiées pour résister à des températures extrêmes ou sur les caisses d'explosifs militaires. Le site avait changé. La glace s'était reformée, mais pas naturellement. Elle formait maintenant des motifs géométriques complexes, visibles du ciel, des spirales parfaites s'étendant sur des kilomètres. Au centre, une nouvelle ouverture, plus petite que l'original, mais pulsant de la même lumière bleutée. Nous avons établi notre camp. La transformation que nous avions subie nous protégeait du froid extrême. Certains d'entre nous n'avaient même plus besoin de combinaison. Leurs corps étaient devenus assez semblables à ceux des géants pour survivre dans cet environnement. La descente a été plus facile cette fois. Nous connaissions le chemin. Nous pouvions sentir la présence des géants, mais ils ne nous attaquaient pas. Nous étions trop semblables à eux maintenant, trop transformés pour être considérés comme des menaces. La caverne s'était reconstruite. Les structures de glace noire étaient revenues, plus grandes, plus complexes. La pyramide inversée était intacte, mais elle n'était plus seule. Deux autres pyramides flottaient à ses côtés, formant un triangle parfait. Et il y avait plus de géants, des centaines. Ils travaillaient, construisant quelque chose au centre de la caverne, une structure massive qui ressemblait à une porte, un portail fait de glace noire et d'énergie pure. Cassandra était notre experte en explosifs. Elle a calculé les points de charge optimaux. Il nous faudrait placer les explosifs à des endroits précis pour faire s'effondrer toute la caverne et détruire les pyramides. Nous nous sommes séparés en équipes. Ma transformation était suffisamment avancée pour que je puisse m'approcher des pyramides sans éveiller les soupçons. Ma peau était maintenant à 80% cristalline. Je pouvais presque passer pour l'un d'eux dans la pénombre. J'ai placé mes charges sur la première pyramide. Les symboles sur sa surface réagissaient à mon toucher, s'illuminant brièvement. Je pouvais lire leur signification maintenant. Ils racontaient l'histoire de mondes conquis, de civilisations absorbées. La Terre n'était qu'une étape parmi tant d'autres. C'est alors que je l'ai vu, au cœur de la pyramide, flottant dans une bulle de liquide bleuté, un géant différent des autres, plus grand, plus ancien. Ses yeux étaient fermés, mais je savais qu'il était conscient. C'était l'un des architectes, l'un des créateurs de cette race. Ses yeux se sont ouverts, ils ont plongé dans les miens, et j'ai compris tout, leur plan, notre rôle, la futilité de notre résistance. L'architecte ne parlait pas avec des mots, il projetait directement ses pensées dans mon esprit, des millénaires de connaissances déversées en quelques secondes. Ma conscience humaine luttait pour comprendre, pour rester intacte. Il m'a montré la vérité. L'humanité n'était pas un accident. Nous étions une culture, un projet de terraformation biologique. Bon, il nous avait semés sur cette planète il y a des millions d'années, nous laissant évoluer, nous développer. Nous étions l'outil qui réchaufferait la planète pour leur retour. Chaque avancée technologique, chaque révolution industrielle avait été subtilement guidée. Les énergies fossiles, les émissions de carbone, le réchauffement climatique, tout faisait partie du plan. Nous préparions la Terre pour eux sans le savoir. Et maintenant, alors que les glaces fondaient et que la température globale augmentait, le moment de la récolte approchait, pas pour nous détruire, pour nous absorber, nous transformer, faire de nous la prochaine génération de leur espèce. Les veilleurs, ceux d'entre nous qui avaient été exposés et transformés,
Nous étions les premiers, les prototypes de la fusion à venir, mi-humains, mi-géants de glace, capables de survivre dans les deux mondes. J'ai essayé de résister à cette révélation, de nier, mais les preuves étaient là, enfouies dans notre propre ADN, des séquences dormantes qui s'activaient à l'exposition de leur essence. Nous avions toujours eu le potentiel de devenir comme eux. L'architecte m'a montré le futur, les océans gelés mais vivants, des cités de cristal s'élevant des anciennes métropoles humaines, une nouvelle forme de vie, ni vraiment humaine, ni vraiment alien, dominant la planète. C'était magnifique et terrifiant. J'ai réalisé que plusieurs des veilleurs avaient cessé de placer leur charge. Ils se tenaient immobiles, les yeux vitreux, recevant la même révélation. Certains tombaient à genoux, acceptant leur destin. D'autres luttaient, leur humanité résiduelle refusant la transformation finale. Cassandra était la seule à continuer sa mission. Sa transformation était moins avancée que la nôtre. Elle pouvait encore résister à l'influence psychique. Elle a activé le détonateur. L'architecte n'a pas bougé. Il savait. Il avait toujours su. Les explosions étaient prévues. Elles faisaient partie du plan. Point. Les charges ont explosé. Mais au lieu de détruire, elles ont activé quelque chose. Les trois pyramides se sont illuminées d'une lumière aveuglante. Le portail au centre de la caverne s'est ouvert. De l'autre côté, j'ai vu leur monde, un univers de glace vivante et de beauté cristalline, impossible. Et ils ont commencé à traverser. Pas des dizaines, pas des centaines, des milliers. Une armée de géants de glace, chacun unique, chacun terrible dans sa perfection glaciale. Les veilleurs qui avaient accepté la transformation ont été les premiers changés. Leurs corps humains se sont dissous, reconstruits en quelque chose de nouveau. Ils gardaient leurs souvenirs, leur conscience, mais dans une forme nouvelle, plus grande, plus forte, immortelle. Ceux qui résistaient ont souffert. La transformation forcée était douloureuse. J'ai vu Cassandra lutter alors que son corps se cristallisait malgré sa volonté. Ses cris étaient à la fois humains et inhumains. Et moi, j'étais entre les deux. Une partie de moi voulait accepter, rejoindre cette évolution forcée. L'autre partie, le soldat, le survivant, refusait de se rendre. J'ai couru, lâche peut-être, mais humain. J'ai émergé de la caverne transformé à 90%. Seule une petite partie de mon esprit restait humaine, accrochée désespérément à mon identité. Mon corps était presque entièrement cristallin. Je n'avais plus besoin de respirer. Le froid antarctique était aussi confortable qu'une brise d'été. Point. Le monde extérieur était en chaos. Le portail ne s'était pas limité à la caverne. Des fissures dimensionnelles s'ouvraient partout sur la planète. Chaque site que les veilleurs avaient identifié devenait une porte d'entrée. Les médias parlaient de phénomènes météorologiques extrêmes. Des tempêtes de glace en plein Sahara, des aurores boréales au-dessus de l'équateur. La température globale chutait rapidement, mais c'était plus que cela. Point. La physique même de notre réalité était en train de changer. J'ai réussi à contacter quelques veilleurs qui avaient échappé à la transformation complète. Nous étions une poignée, suspendus entre deux mondes, assez humains pour résister, assez changés pour survivre dans le nouveau monde qui émergeait. Les gouvernements mondiaux ont finalement réagi. L'armée a été déployée. Des frappes nucléaires ont été tentées sur les plus grands portails. Inutiles, les explosions ont été absorbées, transformées en énergie pour accélérer le processus. En 3 mois, un tiers de la planète était transformé. Les océans gelaient, mais restaient liquides. Une contradiction physique rendue possible par la nouvelle réalité. Des forêts de cristal poussaient là où se trouvaient autrefois des jungles. Les animaux mouraient ou se transformaient, devenant des versions cristallines d'eux-mêmes. L'humanité se divisait en 3 groupes. Ceux qui fuyaient vers les zones encore épargnées, de moins en moins nombreuses. Ceux qui acceptaient la transformation, rejoignant volontairement les rangs des nouveaux maîtres. Et ceux comme moi, les entre-deux, ni vraiment humains ni vraiment transformés.
J'ai trouvé refuge dans une base militaire, abandonnée au Nevada. D'autres comme moi s'y étaient rassemblés. Nous étions une centaine, tous à différents stades de transformation. Nous avons créé une communauté étrange, essayant de préserver ce qui restait de notre humanité, tout en acceptant que nous n'étions plus vraiment humains. C'est là que j'ai commencé à écrire cette histoire complète, un témoignage de la fin d'un monde et du début d'un autre. Un avertissement pour quiconque, dans quelque futur lointain, pourrait trouver ces mots. Décembre 2020. La moitié de la Terre était maintenant transformée. Les grandes capitales tombaient une par une. New York était devenue une forêt de tours de glace vivantes. Paris brillait sous une aurore permanente. Tokyo était submergé sous un océan de cristal liquide. Les derniers gouvernements ont tenté une alliance désespérée. Projet Prometheus. Utiliser la chaleur du noyau terrestre pour créer des zones de résistance. Des puits profonds étaient forés, des cités souterraines construites. L'idée était de survivre sous terre jusqu'à trouver un moyen d'inverser le processus. Je faisais partie des éclaireurs de surface. Ma transformation me permettait de naviguer dans les zones converties sans être immédiatement détecté. Je rapportais des informations, guidais les convois de réfugiés vers les entrées souterraines. Lors d'une de ces missions, j'ai revu Cassandra. Elle était complètement transformée maintenant, mais elle m'a reconnu. Sa conscience humaine était toujours là, emprisonnée dans un corps de géante de glace. Elle m'a parlé, sa voix résonnant directement dans mon esprit. Elle m'a dit que la résistance était inutile, pas par cruauté, mais par pitié. La transformation n'était pas une mort, mais une évolution. Les transformés gardaient leur personnalité, leurs souvenirs. Ils étaient simplement plus conscients, plus connectés, plus vivants. Elle m'a montré leur nouveau monde de l'intérieur. Un réseau de conscience interconnecté. Pas une ruche, mais une symphonie d'individualité harmonisée. Plus de guerre, plus de faim, plus de mort. L'immortalité dans la glace éternelle. C'était tentant, si tentant, mais je voyais aussi ce qui était perdu. L'imprévisibilité humaine, la chaleur du toucher, la joie du chaos créatif. Leur monde était parfait, mais stérile, beau, mais sans surprise. J'ai refusé son offre de transformation volontaire. Elle n'a pas insisté. Elle savait, comme moi, que ce n'était qu'une question de temps. Les cités souterraines ont tenu 6 mois. Puis les racines de glace ont commencé à pénétrer. Lentes, inexorables, elles s'enfonçaient dans la terre, transformant la roche en cristal. Les réfugiés fuyaient toujours plus profond, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Certains ont choisi le suicide plutôt que la transformation. D'autres ont organisé des rituels d'acceptation, se transformant en groupe pour rester ensemble dans leur nouvelle existence. Les enfants étaient les plus adaptables. Ils acceptaient le changement avec une facilité qui terrifiait leurs parents. J'ai assisté à la transformation de la dernière grande ville libre, Las Vegas. Les lumières du strip se sont éteintes une par une, remplacées par la lueur bleue de la glace vivante. Les casinos sont devenus des palais de cristal. Les fontaines du Bellagio se sont figées en sculptures impossibles qui défiaient la gravité. Mars 2021. J'étais maintenant transformé à 95%. Seul un petit noyau de conscience humaine persistait, protégé par je ne sais quel miracle ou malédiction. Je pouvais passer pour l'un des géants de glace si je le voulais. Leur langue m'était naturelle. Leurs pensées résonnaient avec les miennes. J'ai découvert que je n'étais pas unique. Il y avait d'autres comme moi, suspendus éternellement entre deux états. Nous étions tolérés par les géants, vus comme des curiosités, des rappels de ce qu'ils avaient été il y a des éons. L'un des architectes m'a approché, pas celui de la caverne, un autre, plus ancien encore. Il m'a révélé un secret. Leur race avait elle-même été créée par une civilisation encore plus ancienne, disparue dans les brumes du temps cosmique. Le cycle de transformation et d'évolution était la nature même de l'univers. Nous n'étions pas la première espèce qu'il transformait. Des millions de mondes avaient subi le même processus. Chaque fois,
une poignée restée entre deux états, gardien de la mémoire de ce qui était. C'était notre rôle maintenant, témoin de la transition. Il m'a emmené voir leur bibliothèque, une structure impossible, plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, contenant les histoires de toutes les espèces absorbées, des milliards de civilisations, chacune préservée dans la glace éternelle de la mémoire. J'y ai ajouté mon histoire, ce témoignage, pour que l'humanité ne soit pas oubliée, même transformée. Les dernières poches de résistance pure humaine ont disparu en juin 2021. Le dernier humain non transformé, une femme nommée Sarah Chen, scientifique brillante qui avait tenté jusqu'au bout de trouver un remède, s'est transformée en direct devant les caméras qu'elle avait installées pour documenter sa fin. Sa transformation a été diffusée sur ce qui restait d'Internet. Pas horrible comme nous l'avions imaginé, presque paisible. Elle souriait à la fin, ses yeux de glace brillant d'une compréhension nouvelle. Le monde était maintenant unifié sous la glace. Les frontières n'existaient plus. Les nations étaient un souvenir. L'humanité, telle que nous la connaissions, était éteinte. Mais quelque chose de nouveau était né. Je parcours maintenant ce monde transformé. Ni humain, ni géant, éternel témoin de la transition. Les cités de glace s'élèvent majestueuses, là où se trouvaient nos métropoles. Des jardins de cristal fleurissent dans d'anciens déserts. Les océans gelés abritent des formes de vie impossibles. Parfois je rencontre d'autres entre deux. Nous partageons nos souvenirs de l'ancien monde. Nous pleurons ce qui est perdu. Nous nous émerveillons de ce qui est né. Si vous lisez ceci, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé ce témoignage. Peut-être êtes-vous humain d'une colonie spatiale qui a échappé à la transformation. Peut-être êtes-vous autre chose, une nouvelle forme de vie qui émergera dans des éons. Sachez ceci, l'humanité n'a pas disparu dans la souffrance et la terreur. Nous avons été transformés, absorbés, évolués. Ce que nous sommes devenus n'est ni meilleur ni pire que ce que nous étions, simplement différents. Les géants de glace ne sont pas maléfiques, ils sont simplement anciens, opérant sur des échelles de temps que nos esprits humains pouvaient à peine concevoir. Pour eux, transformer une espèce est comme nous regardions une chenille devenir papillon. Je reste entre les deux mondes parce que quelqu'un doit se souvenir de nos rires, de nos larmes, de nos guerres stupides et de nos paix fragiles, de notre art, notre musique, nos histoires. Tout cela existe toujours, cristallisé dans la mémoire éternelle de la glace. Mais quelqu'un doit le raconter avec des mots que vous pourriez comprendre. L'Antarctique n'est plus un continent de glace morte, c'est maintenant le cœur battant d'un nouveau monde. La caverne où mon équipe est morte est devenue un sanctuaire, un rappel du moment où deux mondes se sont rencontrés. Mitchell, Rodriguez, Thompson, Jenkins, Park, Kowalski, leurs noms sont gravés dans la glace éternelle. Ils sont morts humains, refusant la transformation. Leur sacrifice n'a pas arrêté le changement, mais a prouvé quelque chose d'important. Nous avions le choix, même face à l'inévitable. Je termine ce récit alors que le dernier soleil de l'ancien monde se couche. Demain, un nouveau type d'aube se lèvera, ni chaude ni froide, mais quelque chose entre les deux, comme moi. Mon nom était Marcus Kane. J'étais un Navy-SEAL. J'ai vu la fin d'un monde et le début d'un autre. Et je continuerai à témoigner aussi longtemps que cette forme hybride me le permettra. Si vous êtes humain et que vous lisez ceci, ne désespérez pas. La transformation n'est pas une fin, c'est un changement. L'essence de ce que nous étions persiste, transformée mais pas détruite. Si vous n'êtes pas humain, sachez que nous avons existé, nous avons aimé, nous avons créé, nous avons rêvé, et à notre manière, nous continuons dans la glace éternelle, dans la mémoire cristalline d'un monde transformé. Les étoiles sont alignées, les géants marchent sur la terre. L'humanité est devenue autre chose, et moi, Marcus Kane, je reste entre deux mondes, témoin éternel de la plus grande transformation de l'histoire de notre planète. Ceci est mon témoignage, ceci est notre histoire, ceci est la vérité sur l'opération Erebus,
et la fin du monde tel que nous le connaissions. Que ce récit survive, d'une manière ou d'une autre, pour que quelqu'un, quelque part, sache ce qui s'est vraiment passé quand les géants de glace se sont réveillés sous l'Antarctique.